Bonjour et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Ici Isabelle Etier et je vous invite le temps d'une période à rentrer dans l'univers hockey de mon invité. Aujourd'hui, on est avec un journaliste sportif, mais aussi un joueur de hockey qui a déjà remporté une médaille d'or dans un tournoi international. Le journaliste et sympathique Andy Mailly-Pressoir. Andy, bienvenue sur Femmes d'hockey. Enfin! Enfin! Écoute, je pensais que j'étais sur la guest list. Ça fait des semaines que mon nom finalement se retrouvait derrière d'autres personnes. Merci. Merci. J'ai vu c'est qui? Zach Foucalé qui est passé avant moi. C'est inacceptable. Mais je te pardonne parce que c'est quand même Zach. Il est quand même cool. Il y a encore comme un certain acte. Tu étais quand même en voyage, tu t'es retrouvé à Toronto, Chicago, puis j'aimerais ça que tu m'en parles, on va aller un peu plus loin là-dessus, mais c'est parce que tu es aussi un homme très occupé. Un petit peu, mais merci. Merci pour l'invitation, c'est super cool. Puis je pense que c'est une belle plateforme. C'est une plateforme aussi qui permet vraiment d'aller dans toutes les directions. Donc, merci pour l'invitation. Bien, on va parler, bon, tu es journaliste sportif, tu as gradué de l'UQAM, tu as fait tes débuts à TVA Sport, tu es allé un peu à V, tu es revenu à TVA Sport, bon, tu es sur les plateformes. Tu es aussi un joueur de hockey. Je tiens à préciser, tu as gagné une médaille d'or. On va tout de suite rentrer là-dedans là, parce que c'est quand même. Ceci étant dit, je tiens à préciser aux gens qu'on a joué au deck hockey et je t'ai battu, mais on va parler de tes exploits avant. Non. Premièrement, tu ne m'as même pas appelé pour me mettre dans ton équipe. Donc, tous les arguments qui vont sortir de ta bouche ne comptent plus. C'est fini. Donc, voilà. Mais oui, on s'est affrontés. Il s'est passé un petit quelque chose dans le match, mais sinon, au final, c'était du plaisir. Mais raconte-moi, parle-moi un peu là, de c'est quoi, là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, bon, c'est en deck hockey. Tu t'es retrouvé dans un championnat international où tu as représenté. Je te laisse nous raconter ça. C'est presque comme le bobsleigh jamaïcain. C'est l'histoire du bobsleigh Cool Runnings, les Jamaïcains qui débarquent aux Jeux olympiques, puis en tout cas avec le film avec John Candy, en tout cas un classique. Mais tout ça pour dire que ça part d'une idée, d'une association de gars qui jouent, des Haïtiens québécois, bien sûr des Québécois d'origine haïtienne, qui jouent au hockey à Laval, puis qui se disent « Wow, on réalise que Hong Kong a une équipe de deck hockey internationale et Haïti n'en a pas. Si Hong Kong a une équipe, je pense que les Haïtiens, surtout quand tu nais au Québec, surtout avec la culture du hockey, on est un peu avec un bâton, on grandit avec un bâton, que ce soit un bâton de deck hockey, un bâton de hockey et puis que tu joues sur glace. On a tous joué au hockey dans la ruelle, on a tous joué au hockey, que ce soit en éducation physique ou un peu partout, quand on était jeune, au primaire, au secondaire. Et ces gars-là se disent, écoute, on a un bassin de joueurs, on va créer une équipe haïtienne de deck hockey, mais on va demander une dérogation pour qu'on puisse, nous, les Québécois qui sont nés ici, mais de parents d'origine haïtienne, représenter le pays de nos ancêtres dans cette compétition-là. C'était en 2015 et on arrive là-bas. Donc, on est 25 Québécois d'origine haïtienne, casquette rouge et bleue, chandail que tu peux voir derrière moi qui est signé par les joueurs. Les gars nous regardent, ils sont comme Haïti, OK. Comme les gens, c'est comme hein? Quoi? Et ça n'a pas été facile. On a parti le projet en février. Imagine-toi que les championnats étaient peut-être au mois de juin, juillet. Il fallait premièrement du financement. Il fallait des entraîneurs, il fallait des joueurs. Il y a eu un camp d'entraînement qui a duré 3 mois, qui était très intense. Georges Larac a embarqué dans le projet à titre d'entraîneur. Je suis super content qu'il ait pris le poste d'entraîneur adjoint parce qu'on avait besoin d'un gars comme Georges. Écoute, des fois, on faisait des suicides. Là. Il nous faisait courir jusqu'à minuit. Le mardi, à l'autre bout de la ville, à Montréal. Il est comme, non, vous n'êtes pas assez en forme. Puis je suis comme, yo, man, t'es fou, c'est parce que Georges. On a des vies aussi, tu sais. C'était incroyable. C'était un camp super intense, mais les gars étaient tellement dédiés. Et tu arrives là-bas, puis tu as des gros clubs. Là. On joue. Étant donné qu'on était une nouvelle équipe, puis qu'on avait eu cette dérogation-là, on commence dans le groupe B. On a battu la France quelque chose comme 7-0 ou 8-0. Donc, juste pour te dire, on est arrivé. L'entraînement de Georges a fonctionné. On était tellement comme Georges, même tu nous pousses trop, mais quand on l'a vu là-bas, parce qu'il faut expliquer aux gens, c'est une surface de dimension internationale. C'est du 5 contre 5. Donc, ce ne sont pas pas ta petite ligue que tu joues à PTM ou à Anjou 4 contre 4, 3 contre 3. C'est du 5 contre 5. Tu ne peux pas arriver là-bas si tu n'es pas en forme. Et tu ne peux pas arriver là-bas si tu n'as pas de système de jeu. Aussi, il n'y a personne qui part de son but pour déjouer tout le monde, traverser la surface Montréal-Québec pour aller marquer. C'est impossible. Écoute, après, on a comme eu un déclic. Le coach nous a rappelé pourquoi on était là. Puis vraiment de montrer à toute la planète que les Haïtiens
surtout les Haïtiens, Canadiens, Québécois, ben, on a ça dans le sang, le hockey. Puis, écoute, on a gagné l'or. Ça, là, ouf, j'ai encore des frissons parce que de gagner un championnat du monde de deck hockey dans un sport qui n'est pas reconnu, notamment par ton pays, par ton origine, et de gagner ça pour le pays de tes parents, c'est hallucinant. Je joue au hockey depuis que j'ai 5 ans sur glace. Je joue au deck hockey depuis que j'ai 18 ans dans des ligues. Donc, c'est mon sport préféré. Plus que le basket que j'ai fait, plus que le soccer. Puis, l'espèce de fierté de représenter ce pays-là, c'est hallucinant. Pour moi, tu sais, j'ai fait tellement de choses dans ma vie professionnellement. J'ai eu la chance déjà d'aller 4 fois au Super Bowl. J'ai couvert la Coupe du monde de hockey. Mayweather-McGregor à Las Vegas. J'ai couvert des combats de boxe. J'ai couvert un combat de boxe au Japon. J'ai couvert plein de choses. Vraiment, des fois, c'était des rêves de vivre ça. Mais de remporter un championnat du monde de deck hockey pour le pays de mon père, pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai accomplie dans ma vie. C'est incroyable. Ben, tu ne l'as pas juste assisté, tu as fait partie de. Oui, exactement. On parle d'hockey, c'est sûr. On est ici à Femme d'hockey parce que tu es aussi bon sur la glace qu'en deck hockey. Tu as vraiment du talent. Toi, commencer à jouer au hockey, tu disais que tu as été mis sur patin à 5 ans. Comment c'était vraiment tes débuts au hockey? Là? Comment ça s'est passé pour toi? Il faut dire ça. Mon père est haïtien. Mon père est de Port-au-Prince. Donc, mon père ne sait pas patiner et il ne sait pas jouer au hockey. Donc, c'est clairement pas du côté banane, plantain, griot de mon père que ça vient le hockey. Mais ma mère est née à Chicoutimi. Ma mère est métisse, d'un père haïtien et d'une mère québécoise. Donc, Maï, c'est québécois. C'est peu populaire, mais Maï, je te dirais qu'au Saguenay, il y en avait beaucoup à l'époque. La majorité des Maïs ont déménagé, mais ma grand-mère était québécoise 100%. Et ma mère m'a mis sur des patins et des skis quand j'avais 5 ans, au grand désarroi de mon père. Mais bon, mes parents se sont séparés. Tu vois, j'ai pu vivre dans ces deux univers très éloignés. Mais ça a commencé très jeune. Puis par la suite, moi, je suis allé au Collège Stanislas à Montréal, qui est un collège d'institution française, d'éducation française. Et les cours d'éducation physique au primaire, et c'était obligatoire parce que justement, il y avait beaucoup de familles issues de la diversité. Puis pour intégrer plus facilement les jeunes, le hockey est obligatoire en éducation physique, soit le hockey ou le patinage artistique. Donc, on choisissait un des deux. Donc, autant Mamadou que Andy, que Fatoumata, que Abdelkarim, Abdelkarim savait patiner, imagine-toi. Ça a commencé pour moi, c'est ça, au Collège Stanislas, puis après, j'ai jamais arrêté ça. J'ai joué au surglace, j'ai joué jusqu'à Bantam A, ma première année. Puis j'ai dû choisir parce que je jouais au basket aussi. Puis à un moment donné, ça faisait hockey, basket, école. Puis j'ai continué dans le basket, mais je pense que c'est un de mes plus grands regrets. C'est d'avoir dit à 13 ans, 13 ans, d'avoir arrêté le hockey parce que je pense que j'aurais pu percer beaucoup plus haut. Puis, tu sais, à chaque fois, des fois, je joue à la patinoire, les gars, hey, t'as joué 2 lettres, le gros, non. Non, mais tu as vraiment des skills. Là. Pour vrai, là, je t'ai vu jouer, tu sais, comme à Classique, bon, c'est pour le plaisir, mais tu es avec des joueurs professionnels. Puis, tu sais, tu n'as pas de l'air d'un Pee-Wee, là, à côté d'eux autres. Tu sais, j'ai pas de l'air de Kevin, comme, on peut faire le parallèle comme ça. Non, mais. Moi, je te laisse aller où ce que tu veux avec Kev. Moi j'ai une belle relation avec lui. Je garde ma relation avec Kevin. On a une très belle relation ensemble, puis on se taquine toujours comme ça. Tu as passé 2 belles journées, une à Toronto, une à Chicago, là, à rencontrer les joueurs. Tu as ce travail-là d'aller en coulisses, d'aller leur parler. Tu as certainement des choses à nous raconter là, qui s'est passé. Quel était ton moment favori là, de rencontrer ces joueurs-là? Là? Chaque équipe, donc les 32 équipes devaient présenter au moins un joueur. Certaines équipes sont allées jusqu'à 3 ou même 4 joueurs. On a 15 minutes seulement avec le joueur. Donc, le joueur se pointe, là, dès qu'il s'assoit sur sa chaise, c'est chronométré. Tu as le relationniste derrière qui est là, puis vite, parce qu'après, on en a un autre, ou après, on a une séance de photos, vidéos, etc. Donc, c'est beaucoup de préparation. Je te dirais, j'ai rarement vu des joueurs aussi en forme verbalement, vocalement. Les gars, là, me jasaient ça comme si, hey, what's up? Nanana. Je pense que les gars avaient hâte. Tu sais, quand ça fait 1 an et demi qu'on vit dans une espèce de bulle différente, avec des masques, avec un calendrier qui a complètement changé, des Coupes Stanley qui jouent, à la fin de l'été. Il n'y a rien qui est normal. Les joueurs de hockey, ce sont des joueurs qui sont très routiniers. Ce sont des joueurs qui ont des superstitions dans la majorité des cas. Puis j'ai pu réaliser avec 43 joueurs, quand tu leur poses la question « Qu'est-ce que tu manges avant un match? »
puis que toujours la même affaire. 40 sur 43 me disent chicken pasta with blah, blah, blah. C'est tout le temps chicken pasta, c'est toujours les mêmes choses. Ils mangent à la même heure, font leur sieste à la même heure. Donc, c'est super cool parce qu'on est dans un mood avant la saison. D'habitude, moi, je suis habitué d'aller les voir. Je pense que j'ai fait tous les vestiaires adverses à des équipes qui sont venues au Centre Bell au fil des ans grâce à TVA Sport. Donc, le Canadien affronte les Rangers le matin. Donc, le morning skate, c'est moi qui allais faire les entrevues dans le vestiaire de l'équipe adverse. Puis, je trouvais toujours ça plus intéressant d'aller faire le vestiaire adverse parce que là, tu apprends des histoires différentes que celles qu'on connaît tous par cœur au quotidien à Montréal. Bon, tel trio. Par contre, c'est rare qu'on apprend que, je ne sais pas moi, que Nathan McKinnon, c'est un des bons amis à Samuel Girard. Puis quand il venait à Montréal, il allait au bar à l'oncle, à Sam Girard. Puis moi, je connais Montréal. Puis je connais Robertval, la ville d'où Samuel Girard vient. Il paraît que c'est une vedette là-bas parce qu'il y a 350 gens qui réservent des billets quand on joue au Centre Bell. Ça doit être vraiment une rockstar. Tu apprends des choses, mais dans cette semaine médiatique-là, les gars s'ouvrent, les gars parlent. Et j'essayais d'axer mes questions sur tout sauf le hockey, proprement dit. C'est-à-dire que on ne parlait pas de statistiques. C'est drôle parce que on n'a pas encore tout, en fait, on n'a presque pas sorti de contenu de ces entrevues-là parce qu'elles vont être diffusées tout au long de la saison dans nos diffusions. Donc, dans nos diffusions d'un match, c'est pas moi, Panthers contre Canadiens, on va ressortir l'entrevue qu'on a fait en début de saison. Fait que c'est des sujets très intemporels. Je ne veux pas tout brûler. Par contre, je peux te dire que Jack Hughes, OK? Jack Hughes a vécu une année complètement folle. Jack Hughes des Devils du New Jersey. Son plus jeune frère, Luke, vient d'être repêché par la même équipe. Puis durant le repêchage, le gars sautait partout. Première question, je dis, bon, qu'est-ce que tu avais bu? Tu étais dans quel état d'esprit pour sauter comme ça? On t'a jamais vu comme ça. Puis il dit, ouais, les gens n'arrêtent pas de m'en parler, mais il dit, est-ce que vous réalisez c'est quoi? 3 frères, parce qu'ils sont 3, tu sais. Tu as Quinn aussi. 3 frères repêchés en première ronde. C'est aussi haut en première ronde de la Ligue, du repêchage de la Ligue nationale. 3 frères qui ont sensiblement le même âge. Il n'y a pas d'écart d'âge de 10 ans, 15 ans. Non. Et ils vont se retrouver possiblement à jouer contre. Et même, imagine-toi, ensemble. Luke et Jack vont jouer ensemble dans la même équipe. C'est un modèle de persévérance hallucinant, une discipline hallucinante. Puis les gars, je comprends qu'ils étaient super, super contents, mais Jack, c'est sa réponse. Il dit, est-ce que tu réalises? Parce que moi, sur le coup, je l'ai réalisé, puis j'étais comme, wow, il fallait que je célèbre ça, tu sais. On est allé un peu plus crunchy aussi. Je demandais à chaque joueur, donc c'est qui est toujours en retard dans l'équipe? C'est qui la princesse dans l'équipe? C'est qui se ramasse jamais dans l'équipe? J'ai hâte d'entendre ça. C'est qui ton meilleur ami dans l'équipe? Puis si tu peux aller sur un road trip demain, n'importe où sur la planète, vous iriez où? C'est cool. Et certaines réponses, c'est comme, ouais? Fait que, non, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont surpris. Je te dirais que je n'ai pas une entrevue que je peux dire « Oh, wow, je suis flabbergasté », mais beaucoup de belles surprises. Vraiment, là, super intéressant. On va regarder ça certainement. Ouais. On s'amuse un peu, tir de barrage. Ceci ou cela. Ouais. Endurance ou puissance? Moi, je dirais endurance. Endurance. Moi, je me considère comme un athlète qui a un très bon cardio. C'est bien beau d'avoir de la puissance, mais sucré ou salé? Wow, ça dépend des jours. Ça dépend vraiment des jours. Je vais me lever un matin, c'est comme j'ai goût d'un steak. Il est 8 heures, regarde, j'ai goût d'un steak. Okay. Je vais être salé. Puis là, un autre jour, ça me prend des jujubes, ça me prend des fuzzy peach, ça me prend des grenouilles, les petits coques, les petits clés sucrés. Deck hockey ou hockey sur glace? Wow! C'est son quiz. J'aime tellement les deux. Tu peux pas choisir, hein? Si demain, tu me dis qu'il faut que tu en retires un de ta vie, je vais dire deck hockey. Parce que le hockey sur glace, c'est mon premier sport. Donc, je n'ai pas commencé au deck hockey, j'ai commencé au hockey sur glace. Mais de ne pas avoir de deck, si j'avais juste du hockey sur glace aujourd'hui, à mon âge, à 32 ans, parce que je joue encore au deck hockey dans des ligues et je joue encore au hockey sur glace, il me manquerait vraiment quelque chose. Tu as un super pouvoir, tu veux voler ou être invisible? Voler ou être invisible? Wow! Parce que, moi, je suis très curieux, je suis un peu dans... Au secondaire 5, j'ai gagné le prix en nomination avec 5 filles de la personne la plus patineuse de mon secondaire 5. Alors, nomination, Valérie, Samantha et le gagnant, Andy! Ouais! Donc, être invisible,
peut arriver, là, juste espionner des conversations, puis avoir des scoops ou avoir des « Ah, OK, je ne savais pas ça ». Mais voler, wow! Tu sais, de pouvoir, plus besoin d'auto, plus besoin d'avion même, de juste comme « OK, c'est good, Hey, au je m'en vais à décaqué Port-au-Prince. volé, là. Ah ouais, c'est ça. Ouais, OK, dans ce sens-là. Uh-huh. Mais imagine, être invisible au décaqué aussi, ça, imagine. Puis là, tu réapparais comme ça. Je pense que je vais y aller avec invisible. Parce que moi, je suis un petit peu sneaky. Ouais, invisible. Voilà. Et puis ma dernière question, qu'est-ce que tu penses qui est le mieux, la Coupe Stanley ou une médaille d'or olympique? Hmm. Hmm. Je pense que ça dépend pour chacun des athlètes, surtout pour le pays que tu représentes et surtout pour la chance que tu as de jouer, de porter les couleurs de ton pays. Wow! Wow! Parce que justement, j'ai posé la question à certains joueurs durant la semaine médiatique, puis c'est beau d'avoir joué pour la Coupe Stanley, mais quand toute la planète te regarde aux Jeux olympiques ou peu importe au championnat, puis tu lèves le trophée et tu regardes, tu dis, wow, je joue pour mon pays. Personnellement, moi, je vais y aller avec la championnat parce que je l'ai gagné avec Haïti. Je ne pourrais jamais gagner la Coupe Stanley. Maintenant, place aux femmes. Donc, bien entendu, on aime... Aux femmes d'hockey. Femmes d'hockey. En fait, on aime ça mettre en valeur les femmes, parler. Est-ce que quelle est la femme d'hockey, toi, qui t'inspire? Ouf, il y en a plusieurs. Mais là, avec ce qu'elle a fait dans les dernières semaines, puis encore une fois, elle shock the world, c'est Marie-Philippe Poulin. Ouais. Marie-Philippe Poulin, je pense que j'avais 20 ans la première fois que j'ai entendu parler de Marie-Philippe Poulin. Puis quand j'avais 15 ans, 16 ans, les filles, on n'en voyait pas dans le hockey. Là. Moi, je n'ai aucun souvenir de voir des... On n'en voyait vraiment pas beaucoup. C'est fou comment ça a évolué dans les 15 dernières années. Puis je pense que la première, le nom qui m'est venu comme méga vedette, c'était Marie-Philippe Poulin. Puis je l'ai suivie depuis ce jour-là. Mais quand tu regardes ce qu'elle peut faire sur la glace, j'ai eu la chance même, grâce à la Classic A, d'embarquer sur la glace avec elle. Les gars, vous avez aucune idée là, de son talent. Ça n'a aucun rapport. C'est sûr que le hockey féminin, tu regardes un match, la trame est moins rapide. Le pace n'est pas aussi rapide qu'un match d'hommes. Mais Marie-Philippe Poulin, un des meilleurs tirs du poignet ever. Pas juste chez les femmes. C'est un laser. Son IQ hockey est incroyable. Elle trouve toujours une joueuse. C'est comme si elle sait exactement, un peu à la Wayne, ce que Wayne Gretzky arrivait à faire. Elle savait exactement comment le jeu allait se dérouler. Marie-Philippe Poulin, c'est ça. Puis c'est surtout, c'est comme la Kobe. La Kobe du hockey féminin est tellement clutch. Elle va marquer dans les moments les plus cruciaux, les plus importants. C'est Marie-Philippe Poulin. Là. Il reste 5 secondes à un match. Tu peux embarquer une joueuse qui pourrait marquer, c'est elle. C'est fou. Fait que, je pense que c'est tellement un modèle de... Puis pas juste pour les femmes. Moi, je pense que c'est un modèle pour les hommes aussi, Marie-Philippe Poulin. Fait que définitivement, elle. Ouais. C'est un être humain exceptionnel, en fait. Ouais, on regarde, exact. Elle est dédiée, elle est humble, elle est présente, elle excelle, oui, sur la glace, mais elle travaille fort, tu sais, elle est toujours là au bon moment. On a appris à la connaître dès ses premiers Jeux olympiques. Elle a fait la différence et depuis, puis on le voit, elle est aussi présente pour les futures générations. Elle dit jamais non, là, tu sais. Jamais. Pas quelqu'un qui veut chercher le fame là, à jouer au hockey parce qu'elle aime ça, c'est pas parce qu'elle va avoir son nom. Non. Et surtout la constance. Au fil des ans, c'est tellement difficile dans ce sport-là, puis elle est encore là. Et dis-moi, quel serait pour toi un enjeu? Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour aider justement la place des femmes dans le sport ou dans le hockey ou même au niveau médias sportifs? Parce que, bon, on le sait, c'est quand même encore sous-représenté. On s'en va vers, il y a quand même des avancées, mais quelle serait selon toi une piste de solution ou de réflexion qu'on pourrait avoir? Déjà, je pense qu'on commence à le faire de plus en plus dans les 2 dernières années, plus de femmes à la télé, dans les médias sportifs. On le voit de plus en plus. On voit des analystes, on voit des reporters, on voit des animatrices, notamment TVA Sport. On voit que ça prend plus de place, que ce soit dans le football, dans le hockey, etc., dans le soccer, avec Frédéric Guay, peu importe. C'est super important parce que là, ça te montre que le sport n'est pas juste régi et analysé par des hommes.
C'est sûr que je suis sûr que toi aussi, là, dans tes souvenirs, quand tu regardais, que ce soit le hockey ou le sport quand tu étais jeune, je suis sûr que tes descripteurs, ce n'étaient pas des femmes. Non. Tu comprends? Les analystes, ce n'étaient pas des femmes. Même si des fois, c'était du sport féminin, je suis sûr qu'il n'y avait presque pas d'analystes ou de personnalité, de visage féminin. Ça commence par là, parce que la transmission, la courroie de transmission, c'est ton écran, c'est la télé. Donc, oui, je pense que ça commence par là. Par la suite, ben, après, c'est aux décideurs de faire plus de place à des sports féminins dans des broadcasts, dans des émissions, parce que là, les femmes, on sait qu'elles sont bonnes. L'équipe canadienne au soccer, ça fait des années que l'équipe canadienne au soccer est meilleure que l'équipe canadienne masculine, et pourtant, on parle plus de l'équipe masculine. C'est pas normal. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il y a toujours ce facteur-là. Quand certains décideurs vont s'asseoir et se dire wow, OK, ben, on a un produit, puis il faut le commercialiser, ben, tranquillement, pas vite, je pense que ça va changer la donne, mais ça passe vraiment par le temps d'antenne qu'on donne à ces visages-là féminins à la télé. Je suis d'accord avec toi. Puis c'est vrai que TVA Sport est un bel exemple parce que, bon, on regarde, on a signé un partenariat avec Femmes d'Hockey. On dit, OK, on va te donner du temps d'antenne, on va te donner une plateforme pour pouvoir présenter ce que tu fais parce qu'on trouve ça important, la part que tu fais. Bien, on le voit aussi avec les nouvelles personnes. Ça fait quand même plusieurs années qu'il y a des analystes, des journalistes au sein de l'équipe. Puis pas juste aussi au niveau des femmes, mais aussi au niveau de la diversité. On peut-tu avoir différents modèles? Tu fais partie de ces modèles-là qui est intéressant. Tu amènes ta couleur dans le sens de ton parler, dans ta façon d'approcher le sujet. Puis moi, je trouve que quand tu peux avoir différentes offres, c'est là que ça devient intéressant. 100%. Puis tranquillement, pas vite, je pense qu'on s'en vient vers quelque chose. C'est fou comment, quand je suis rentré à TVA Sport, moi, je suis rentré en 2011 à TVA Sport, au début de la chaîne. Dans la salle de nouvelles de TVA au 10e étage, parce que c'est mélangé TVA Sport, TVA Nouvelles, j'étais le seul noir. Il y avait Georges Larac, mais dans le sens où, comme journaliste ou reporter, j'étais le seul noir. Tu avais Nadège à la météo. Oui. C'est à peu près ça. Pas d'arabe, pas de latino. Il faut que ça change, puis tranquillement, pas vite, c'est le cas. Je sais que les gens vont faire, ben, il en manque, ouais. Mais je pense que ce qui s'est passé dans la dernière année a fait réaliser à des gens que vous n'êtes pas tout seul ici au Québec. Le Québec est loin d'être juste homogène et blanc. Au contraire, parce que c'est pas normal que moi, j'avais aucun modèle journaliste noir à Montréal. Zéro. Il n'y avait pas d'Andy Maille-Pressoir au Québec, moi, quand j'étais petit. Zéro. Aucun. Donc, j'ai dû prendre mes repères ailleurs, aux États-Unis. Même en Ontario, on faisait déjà un petit peu plus de place à des ethnies dans le monde sportif. Et ça, c'est pas normal qu'un kid de Longueuil, de Saint-Michel, de Antique, qui, lui, est possiblement, je ne sais pas, qui soit métis, qui est une autre culture, ne peuvent pas s'identifier à ça. Au même titre que toi, il y a une jeune fille qui te regarde maintenant à la télé à JC. Elle dit « Oh, cool! Wow, OK, il y a une chronique sur le sport féminin maintenant. Wow, je ne pensais pas que ça pouvait être possible parce que tu ne vas pas le créer du jour au lendemain si tu ne le vois pas. Tu sais. Donc, voilà. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Puis, on a une belle diversité, puis il y a beaucoup de métissage, puis c'est tellement plus riche lorsqu'on est capable justement de l'amener. Puis, tu sais, on ne veut pas non plus se retrouver. Tu sais, l'idée, c'est pas de dire on veut une femme, un noir, parce qu'il faut faire des checks, là. T'sais, on veut des gens compétents, puis il y en a plein. Il faut juste regarder les différents bassins, puis on va y arriver. Là. 100%. Ouais, bien dit. La passe sur la palette. C'est comme le hockey, c'est un jeu de passe. Quel a été le moment pour toi ou la personne qui t'a fait cette passe, qui a fait une différence dans ta vie, dans ta carrière? Moi, jusqu'à l'âge de 15 ans, je voulais être ingénieur en informatique. OK. J'étais comme un crack. Je jouais avec mon ordi. Je décryptais des choses. T'allais fouiller pour avoir des rumeurs. Exact. Même si j'étais un fan de sport, je me disais qu'ingénieur en informatique, il y avait plus de possibilités, surtout à l'époque. Puis, ça a changé le jour en secondaire 5 où il fallait faire un stage d'une journée avec un professionnel. Et ce jour-là, je n'avais pas réussi à trouver d'ingénieur en informatique. Et j'avais été faire un stage avec Angelo Cadet à l'émission Flash à TQS à l'époque.
TQS, là. 4 Oui. saisons, le micro jaune. Puis j'avais passé la journée avec lui. Vraiment un stage d'observation. On allait sur le terrain, il fait ses entrevues, on revient à la station, il fait son reportage, puis il livre son reportage. Puis j'étais comme, wow, OK, c'est cool. Parce que, dans le fond, les gens n'étaient pas avec nous. Nous, on était là-bas. Mais c'est comme s'ils étaient avec nous parce qu'on leur présente dans le montage. Tu sais, j'avais jamais vu ça, un montage vidéo, tu sais, en 2004, 2003, montage vidéo d'un sujet culturel, ou etc. Les sujets en passant, c'était défilé de maillot de bain Coco Chanel et une entrevue avec une ex-playmate. C'était vraiment cool. C'est là que ma vie a changé. Donc, merci Angelo pour cette passe sur la palette. Bon, moi, je suis allé dans une autre direction. Je suis allé vers le sport parce que je savais que c'était le sport. Mais c'est vraiment, je te jure, après ce stage-là, je me suis dit, wow, c'est vraiment pas mes forces, finalement, ingénieur en informatique. Ma force, je pense, c'est la communication et mon autre passion, c'est le sport. C'est vraiment à partir de là que j'ai tout fait pour me rendre où je suis aujourd'hui. Et puis, je dirais que il y a des gens qui pensent que c'est juste un milieu de contact, mais il n'y a personne qui m'a aidé à faire entrer à QMI quand j'ai commencé à QMI ou à TVA Sport, ou dans le sens où c'est pas nécessairement parce que tu connais quelqu'un dans la game que tu vois ta face à la télé. Il y en a, il faut que tu travailles, tu bûches, puis c'est sûr que c'est un milieu de contact, 100%. Mais la meilleure passe sur la palette, je pense que c'est ce stage-là à 15 ans. On va remercier Angelo, puis je connais Angelo, c'est une personne tellement extraordinaire. Je peux imaginer que quand tu as la chance de pouvoir, à ce moment-là, le rencontrer puis le voir travailler, là, puis encore très actif aujourd'hui, ça peut changer une vie. Je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette maintenant à un organisme ou à une personne. Ce serait à quel organisme ou à quelle personne? Wow! Écoute, je pense que ça va être au Centre Lassalien. C'est un centre où je m'implique depuis l'an passé, quand en avril, on apprend qu'on perd notre job, puis on ne sait juste pas quand est-ce qu'on revient. Puis moi, ce qui m'a un peu sauvé, ce qui m'a permis de rester sain d'esprit, c'est 2 choses. Du vélo. J'ai fait énormément de vélo. Je fais beaucoup de vélo, j'en fais encore aujourd'hui. Je suis rendu un maniaque de vélo de route. Et le bénévolat au Centre Lassalien. Le Centre Lassalien, c'est un centre socio-éducatif qui aide les familles immigrantes à mieux s'intégrer, mais aussi à juste vivre à Saint-Michel. Donc, c'est des ateliers de toutes sortes, des cours, des sessions pour éviter le décrochage aussi. Il y en a qui ne veulent plus aller à l'école, mais c'est pas grave, ils vont au centre à Salut. Ils ne sont pas dans la rue, ils sont au centre, même s'ils ne vont plus à l'école. Donc, c'est comme toujours une espèce de regarde. Tu es à la maison ici, on va t'aider à faire un peu tout ce que tu n'es pas capable de faire toi-même. Il y a de l'aide aux devoirs, il y a des ateliers pour les enfants, il y a des camps d'été. Et aussi, c'est ça, il y a de l'aide alimentaire pour certaines familles. Puis on a fait ça pendant tout l'été. Moi, je l'ai fait tous les vendredis de avril à août l'an dernier. Puis on a continué sur plusieurs événements. Kevin, d'ailleurs, est venu. Plusieurs joueurs, anciens joueurs. Assun Camara était là-dedans, Patrice Bernier, plusieurs joueurs du CF Montréal, des joueurs de basket, des joueurs de hockey. Anthony Duclair est venu, Boko Imama. Carl Walcott est venu avec son frère Daniel Walcott. Une famille incroyable. GSP, écoute, name it. Puis jamais j'aurais pensé être aussi perturbé par la réception des gens. Tu n'es pas prêt pour ça. Dans le fond, on livrait de la nourriture à des familles dans le besoin, mais tu ne penses pas à quel point ces gens-là sont dans le besoin. Ils habitent à Saint-Michel, ils n'habitent pas on n'est pas en Afrique. Okay? On est à Montréal, de l'autre côté de la 40. Un des exemples là-dedans, c'est une famille de Latinos. Une fois, on avait un sac de patates en surplus. Donc, je disais, madame, est-ce que vous aimez les patates? Ah oui, on va les prendre. Donc, on lui donne le sac, puis elle dit, vous, est-ce que vous aimez le pâté chinois? Oui, on aime ça. Elle dit, OK, je vous fais un pâté chinois. La semaine prochaine, vous allez revenir. Ah, c'est donc bien beau! Mais non, madame, on vous amène de la bouffe. C'est pour vous, votre famille. Non, c'est pour vous. Mais c'est vraiment du donnant-donnant. Puis c'est un peu l'esprit de communauté des immigrants. C'est toujours comme ça, on aide le prochain. Puis la semaine d'après, on est allé, puis elle avait fait le pâté chinois. Puis je suis comme, my God! Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait réaliser à quel point on est chanceux. On est très, très choyés. Dernier segment, écoute vestiaire. Tu nous as déjà raconté quelques anecdotes, mais tu en as plein à nous raconter. Encore, on aime ça avoir des exclusivités, petites anecdotes inédites à Femmes d'hockey. Parce que ça, j'en ai fait plusieurs vestiaires, puis à chaque fois, je demandais aux joueurs, c'est qui le plus weirdo dans le vestiaire? Weirdo, mais weirdo avec son équipement.
Parce que les gars, sont, comme je te dis, super superstitions. Crosby a gardé son jackstrap je pense, de Pee-wee un bon nombre d'années. Puis, j'étais dans le vestiaire, je pense, des Hurricanes de la Caroline, Dougie Hamilton, le défenseur. Puis là, je demande c'est qui le plus weirdo dans le vestiaire. Puis tout le monde me dit, c'est Dougie. OK. Puis je suis comme, pourquoi? C'est comme, ben, va le voir, tu vas voir. Puis là, je me rapproche. Et Dougie Hamilton a son patin, comme ça. Puis il a un Sharpie, ou un feutre noir. Puis il faisait comme ça, sur sa lame. Je suis comme, je dis à mon camarade, il fait ça. Zoom là-dessus. Fait que là, on se rapproche tranquillement. C'est parce que, dans le vestiaire, des fois, il y a des gars qui ne veulent pas tant parler. Et je suis comme, hey, what are you doing? Il dit, oh, no, it's nothing, man. Oh, no, don't worry about this. Don't worry. Well, it's kind of weird. So, what are you doing with your skate? Il fait, et là, il me dit, puis tu vois qu'il ne veut pas tant me le dire, il est comme mal à l'aise. Tu sais qu'il est weird, hein? Je suis un peu un freak, là, comme de l'équipement, puis il dit, je suis en train de marquer tous les spots sur ma lame où je trouve que c'est pas assez aiguisé. Donc, je vais te donner ça au préposé à l'équipement, puis je veux pas qu'il aiguise toute la lame. Je veux qu'il aiguise juste les spots où je trouve que c'est pas assez aiguisé. Puis je suis comme, what the hell? Tu sais, puis il dit, puis ça, c'est rien. J'ai plein d'autres choses. Il y a plein d'autres rituels qu'il fait avec son équipement. Puis je suis comme, OK, il y a certains gars comme ça qui sont super pointilleux, tu sais, puis c'est comme, wow, c'est un peu spécial, tu sais, un peu bizarre, tu sais. Fait que ça, c'est super intense. Il y en a plein. Il paraît que chaque équipe a son gars comme ça là, qui, lui, est un peu spécial. Tu sais. Andy, merci beaucoup d'être venu te prêter au jeu, de nous avoir partagé ces moments-là sur le hockey. C'était vraiment très agréable. Tu reviens quand tu veux. Toujours un plaisir. On se retrouve à Classique l'année prochaine. On est dans la même équipe, celle-là. Fait que c'est correct. Ouais, parce que c'est fini, là. On t'a battu. Non, c'est fini. C'est fini ce temps-là. Puis il faut rappeler qu'à chaque année, on pète Kevin Raphaël dans la classique. Je pense avec 4 années de suite qui perd. C'est tellement jouissif. C'est tellement. T'es arrivé, le gars. Moi, t'as vu, dans mon équipe, j'ai des pros, j'ai des NHL. L'année passée, je pense que c'est 6 gars réguliers de NHL. Mais il a perdu quand même. Tu sais. Exact. C'est sûr. Tout se passe sur le banc. On a une bonne équipe. Puis on travaille fort, puis en tout cas, le coach va faire une différence un peu. La modestie, c'est ça la différence. Voilà. Hey, merci beaucoup. Merci à toi. Salut.